Bonjour à vous, bonjour pour cette dernière journée de ce festival Étonnant Voyageur, ce festival très étonnant voyageur, une édition un peu particulière, mais nous sommes très heureux de pouvoir vous retrouver en duplex, ici depuis le Palais du Grand Large de Saint-Malo, pour une rencontre en partenariat avec Le 1 Hebdo, qui va vous emmener pour vraiment un très drôle de voyage, celui-là, un voyage très lointain, puisque nous allons vous emmener vers les étoiles. Et avec les étoiles, nous avons deux fabuleux guides pour vous y accompagner. À ma gauche, tout d'abord, Trinh Xuan Tuan, bonjour. Vous êtes astrophysicien, l'un de nos plus célèbres astrophysiciens, formé au California Institute of Technology et à Princeton, spécialiste d'astronomie extragalactique, mais aussi grand passeur de sciences, auteur de près d'une vingtaine d'ouvrages, dont Le destin de l'univers, Voyage au cœur de la lumière, Le dictionnaire amoureux du ciel ou encore Vertige du cosmos. Et vous venez de publier Monde d'ailleurs chez Flammarion, où vous nous interrogez sur l'existence de vie extraterrestre. C'est l'occasion, avec cette vie extraterrestre, d'interroger énormément de présupposés, de conceptions que nous avons de la vie et de notre place dans l'univers. Alors à vos côtés, Étienne Klein. Étienne Klein, vous êtes physicien. Bonjour. Bonjour. Vous êtes physicien, directeur du laboratoire de recherche sur les sciences de la matière, mais vous êtes aussi historien, philosophe des sciences. Vous essayez, à travers le langage, de faire des passerelles entre ces mondes qui sont parfois séparés. Vous êtes auteur d'une quarantaine d'ouvrages, notamment autour de la question du temps, repris en partie dans la somme La physique selon Étienne Klein, qui a été publié chez Flammarion, mais aussi Tout n'est pas relatif, ce qui est sans être tout à fait, Le goût du vrai, ou encore Psychisme ascensionnel, un recueil d'entretiens avec Fabrice Lardreau, publié chez Artaud et qui revient notamment sur votre goût de l'alpinisme. Alors le fait de vous recevoir tous les deux, de vous réunir pour ce débat, ça peut être paradoxal parce on pourrait avoir une opposition entre vous, avec d'un côté le spécialiste de l'espace et le spécialiste du temps, entre le spécialiste de l'infiniment grand et celui de l'infiniment petit. Est-ce que c'est paradoxal ou est-ce qu'au contraire, il y a une réunion assez logique à vous retrouver ensemble sur un même plateau? Trinh Xuan Tuan. Moi, je pense que c'est assez logique parce que l'espace et le temps ont été unis par Einstein au XXe siècle. Et donc, on vit dans un continuum d'espace dans 4 dimensions, 3 dimensions spatiales et une dimension temporelle. Et quand la vitesse ou la gravité affecte le temps, ça affecte l'espace aussi de manière réciproque. Étienne Klein. Oui, évidemment, c'est logique, c'est même nécessaire en fait, parce que si on veut comprendre l'univers et son histoire notamment, on doit comprendre comment il se comportait au début, enfin dans les premières minutes, après ce qu'on appelle le Big Bang, qui n'est pas forcément un instant zéro, mais en tout cas une période où la densité de matière et d'énergie était très élevée, donc les particules avaient beaucoup d'énergie. Et donc si on veut comprendre cette phase-là de l'histoire de l'univers, il faut regarder l'infiniment petit, ce qui fait une connexion entre l'infiniment grand et l'infiniment petit. Oui, c'est l'infiniment petit qui a généré l'infiniment grand. Donc, en fait, le but, ultime de tout physicien... Ouais. Aucun des deux n'étant d'ailleurs infini, parce que on ne peut pas devenir infini. On l'est ou on ne l'est pas. Donc, si l'univers est infini, il l'a toujours été. Et l'univers dont on dit qu'il est en expansion, c'est l'univers observable, qui lui est fini, et on ne sait pas si l'univers, y compris sa partie non observable, est fini ou pas. Ça fait partie des vertiges que nous allons un peu aborder dans cette rencontre. Alors cette rencontre, elle est placée sous le titre « La tête dans les étoiles ». Et je me demandais ce que vous regardez quand vous regardez les étoiles. Est-ce que vous, l'astrophysicien par exemple, qui vous levez la tête comme nous et que vous regardez les étoiles, qu'est-ce qu'elles vous évoquent? À quoi vous pensez quand vous les regardez? Enfin, je vais surtout, la connexion cosmique pour moi se fait surtout aux observatoires. Je vais surtout aux les grands instruments qui me permettent de me connecter au cosmos. Vous savez, la lumière, c'est ce qui nous relie au cosmos. Et la plupart, plus de 90% de l'information que nous obtenons de l'univers vient des ondes lumineuses. Donc, en fait, mon métier, c'est vraiment recueillir de lumière. Je vais au télescope, qui sont des grands yeux, et puis voilà, je capte la lumière. Cette lumière porte un code cosmique. Et si on peut décoder ce code cosmique, on apprend tas de choses. Par exemple, elle change de couleur, ce qu'on appelle l'effet Doppler. Quand les objets s'approchent de nous, la lumière vient vers le bleu. Quand elle s'éloigne de nous, la lumière vient vers le rouge. Et donc, ce qui nous paraît statique dans le ciel à cause de la gravité de notre vie humaine, en fait, tout change, tout bouge, tout est impermanent dans l'univers. Et la lumière nous permet aussi de
déduire la composition chimique des galaxies et des étoiles. Et ça, c'est en fait, ça a mené à une des grandes preuves, moi je dirais, observationnelles du Big Bang, c'est-à-dire que l'univers contient à peu près 3/4 de sa masse en hydrogène et environ 1/4 en hélium. Et puis tout ce qui nous compose, la vie, la conscience, etc., c'est seulement 2%. Mais un précieux 2%, bien sûr. Voilà, donc je suis recueilli de lumière et j'essaie de décoder cette code cosmique et c'est comme ça que je me connecte avec le ciel. Donc un regard qui n'est pas exactement celui de l'individu lambda quand il regarde quand il jette le regard vers le ciel. Si, il y a un regard poétique de beauté, d'harmonie, etc. Ça c'est vrai que c'est moins intellectuel, c'est plus du point de vue émotionnel. Et bien sûr, bon, je frémis toujours d'émotion quand je vois le profil d'une galaxie spirale se profiler sur mon écran de télévision, quand je pointe mon télescope vers cette galaxie. Et non, il y a un degré d'émotion, enfin, et la beauté, l'harmonie et l'unité de l'univers me frappent toujours, en fait. Donc il y a à la fois du sentiment et de l'intellect dans cette appréciation du ciel. Étienne Klein parlait à l'instant d'émotion. Alors dans votre livre Psychisme ascensionnel, quand vous parlez du fait que vous êtes dans la montagne et que vous levez les yeux au ciel, vous parlez vous aussi d'émotion. Vous parlez d'émotion cosmologique. Oui, alors quand on est en montagne, en altitude, donc par certaines nuits, on voit la Voie lactée avec une intensité incroyable, notamment quand on est au Chili, à 5000 mètres, là où il y a le VLT. Extraordinaire. On voit la Voie lactée avec une puissance lumineuse incroyable. Pourquoi? Peut-être expliquer pourquoi le Chili, là-bas, ailleurs, il y a des nuages, on est bas, et donc on voit moins d'étoiles, et puis il y a surtout la pollution lumineuse. À Paris, on voit très peu d'étoiles, en fait. Et quand on se souvient à quel point la contemplation du cosmos par la vue a structuré notamment la pensée des Grecs, comment ça a servi de modèle, d'inspiration, de source d'émotion, mais aussi d'outils de réflexion sur le cosmos, on est évidemment ému. Je ne sais pas si vous avez vu la semaine dernière Thomas Pesquet, qui tourne autour de la Terre en ce moment, à quelques centaines de kilomètres d'altitude, a pris et publié une photographie dans laquelle on voit l'atmosphère qui est bleue et le ciel qui est noir. C'est-à-dire que quand on dit que le ciel est bleu, en fait, on se trompe. C'est pas le ciel qui est bleu, c'est l'atmosphère. Mais dès qu'on est en dehors de l'atmosphère, le ciel est noir. Quand on est sur la Lune, même quand le Soleil est visible, le ciel est noir. Et donc, il faut comprendre comment il se fait que l'atmosphère soit bleue parfois dans la journée, alors que le ciel est noir. Et c'est évidemment, c'est un paradoxe qui a été soulevé il y a plusieurs siècles et qui a réclamé, pour être résolu, des contributions de la physique la plus contemporaine, notamment. Il faut tenir compte du fait que l'univers est en expansion. Mais il y a aussi une forme d'émotion qui est purement intellectuelle. C'est-à-dire que Tringelton vient de le rappeler, la théorie qu'on utilise pour décrire l'univers à grande échelle, c'est la théorie de la gravitation mise sur pied par Einstein en 1915. Plus d'un siècle plus tard, alors qu'on a beaucoup de données supplémentaires, c'est toujours cette théorie qu'on utilise. Or, qu'est-ce qu'on savait sur l'univers en 1915 ? Par rapport à aujourd'hui, on pourrait dire, en fait, rien. Einstein, comme tous les autres physiciens de l'époque, ne savait pas d'où vient que les étoiles brillent. Il ne savait pas qu'il y avait d'autres galaxies que la nôtre. Il y avait des nébuleuses, comme on les appelait, mais on pensait c'était des nuages de gaz dans la galaxie. Par exemple, Andromède, qui avait à peu près la taille de la Lune, pour ce qui est de son ouverture angulaire, on pensait que c'était un gaz dans la galaxie. On ne connaissait en guise d'objet céleste que les étoiles dont on ignorait d'où il vient qu'elles émettent de la lumière, les planètes, peut-être les comètes dont on ne connaissait pas la nature. Bref, on ne savait rien. On ne savait pas que l'univers était en expansion. Et puis, plus d'un siècle plus tard, on connaît les trous noirs, les pulsars, on sait d'où vient que les étoiles brillent, on peut décrire le cycle de leur vie, on connaît les ondes gravitationnelles, etc. Et c'est toujours les mêmes équations. Et on vérifie par l'observation les intuitions d'Einstein, de quelques autres. Alors, je sais qu'il y a des problèmes. Tringelton pourra en parler mieux que moi, mais il y a des problèmes quand même avec la dynamique des galaxies. Les galaxies tournent sur elles-mêmes et les unes par rapport aux autres, se déplacent les unes par rapport aux autres, conformément aux lois connues de la gravitation.
à condition de mettre dans les équations plus de masse que celle qu'on voit. Et donc, en fait, il y a c'est ce qu'on appelle la masse noire. La masse noire, Oui. la matière noire. Donc, il y a une tension. Soit vous dites les équations de la relativité générale sont justes, et alors, pour comprendre le comportement observé des galaxies, il faut invoquer la présence d'une matière que nous n'avons jamais vue. C'est ce qu'on appelle la solution ontologique. On ajoute quelque chose au mobilier du monde. Soit vous dites les équations d'Einstein doivent être remplacées ou corrigées pour tenir compte de ce que nous observons sans invoquer la matière noire. Évidemment, la plupart des physiciens pensent que c'est la solution matière noire qui est la bonne. Reste à prouver qu'elle existe. Et c'est là qu'on est encore en attente d'une découverte qui répondrait à cette question. Et c'est du côté des astrophysiciens qu'il faut se tourner pour avoir cette découverte? Oui, bon, je pense que le problème de la masse noire et de l'énergie noire sont venus d'observations astronomiques, bien sûr, et Étienne vient de le dire. Les étoiles bougent toujours dans les galaxies, bien sûr, rien n'est statique, je viens de rappeler. Et donc, par exemple, le Soleil, qui est à 26 000 années-lumière du centre galactique, se déplace à 220 km par seconde. C'est-à-dire, chaque tic, nous déplaçons tous, parce que la Terre tourne autour du Soleil, bien sûr, à 220 km à travers l'espace interstellaire. Et si la masse était concentrée dans les galaxies, dans ce qu'on appelle les centres ou le bulbe de la galaxie, la vitesse devrait diminuer quand on va vers l'extérieur. Or, elle ne le fait pas. Les étoiles vers l'extérieur d'une galaxie tournent aussi vite que, par exemple, le Soleil ou quelque chose qui est plus proche du centre galactique. Et donc, ça veut dire qu'il y a de la place, qu'il y a de la masse qu'on ne voit pas en dehors des galaxies, dans un halo de galaxies. Donc, halo de ce qu'on appelle la matière noire parce qu'on ne la voit pas, surtout dans le visible. Hein, mais voilà, donc la matière noire, et puis en 1900, et ça constitue environ, moi je dirais, 25% du contenu de l'univers. Bon, il faut que je récapitule. L'univers contient quelques 200-300 milliards de galaxies, chacune contenant quelques 200-300 milliards de soleils. Donc, on pense que c'est beaucoup, hein, c'est 10 puissance 11 multiplié par 10 puissance 1, 10 puissance 22 étoiles, soleil, 1 suivi par 22 zéros. Mais en fait, ça constitue qu'un demi% du contenu de l'univers. Alors, on sait qu'il y a aussi ce qu'on appelle de la matière noire, mais ordinaire, c'est-à-dire des protons et des neutrons, comme vous et moi, sont composés. Et ça, on peut le mesurer par ce qu'on appelle l'abondance d'hélium. Enfin, j'ai passé une grande partie de ma vie de chercheur, en fait, à mesurer l'abondance de l'hélium, ce qu'on appelle l'hélium primordial, parce qu'en fait, le Big Bang n'a fait que l'hydrogène et l'hélium. Tous les éléments lourds dont nous sommes faits ont été faits après dans les étoiles massives par la fission nucléaire, et elles ont explosé et dispersé ces éléments lourds dans le milieu interstellaire. Donc nous sommes tous des poussières d'étoiles, nous sommes tous les descendants des étoiles. Et ça, vous voyez, on sait qu'il y a de la matière noire ordinaire qui est de l'ordre de 4,5%. Donc en tout, c'est 5%. Mais tout le reste nous est complètement inconnu. Vous voyez, donc il y a 25%, donc 95%, 25% de matière noire. Et puis le siècle dernier, 2 équipes astronomes voulaient mesurer ce qu'on appelle la décélération de l'univers. Parce que l'univers est une expansion. Hein. Toutes les galaxies s'éloignent les unes des autres constamment. L'espace est constamment créé entre les galaxies. Donc, ils ont pensé que s'il y avait que la gravité est une force attractive, l'expansion devait être ralentie, donc une décélération. On s'attendait à mesurer une décélération. Or, patatras, le contraire se produit. Ces équipes d'astronomes mesurent une accélération. Donc, il y a une force antigravité, quelque chose qui repousse au lieu d'attirer. Et ça, on a calculé. Et pour faute de plus d'informations, on l'appelle l'énergie noire. C'est une marque de notre ignorance plus que
de connaissances. Et donc, 25% plus 70%, c'est 95% de l'univers nous est complètement inconnu. Donc, l'astrophysicien a du pain sur la planche. Je vais parler de quelque chose qui nous est aussi inconnu. Vous avez tous les deux parlé du Big Bang déjà depuis le début de cette rencontre. Alors le Big Bang, vous allez peut-être nous rappeler qu'il ne fut ni Big ni Bang, peut-être, qu'il n'y a pas eu d'explosion. Mais c'est vrai que réfléchir à l'espace et au temps pose la question de l'origine. Et c'est une question auquel vous avez consacré un livre, Étienne Klein, un discours sur l'origine de l'univers. Pourquoi cette question vous fascine-t-elle autant ? Le livre, c'est plutôt une interrogation sur le fait de savoir pourquoi ça fascine tout le monde. Oui, tout à fait. Et le corollaire de cette remarque, c'est que tout le monde en parle de l'origine, mais personne ne l'a dit. Pour une raison très simple, c'est que quand on nomme l'origine de l'univers, on contredit l'idée que l'univers a une origine. Parce que par exemple, on peut dire l'origine de l'univers, c'est je sais pas, le vide quantique, ou bien un trou noir, ou bien les lois physiques, ou bien, si on prend des cosmogonies plutôt que la cosmologie, un océan primordial, un œuf, un chaos, etc. Bref, on nomme l'origine, on la désigne. Mais cette chose qu'on met en amont de toutes les autres, il y a deux possibilités. Soit elle a toujours été là, ce qui veut dire qu'il y a toujours eu quelque chose. Donc l'univers n'a pas d'origine. Soit au contraire, cette chose n'a pas toujours été là, ça veut dire qu'elle est la conséquence d'une autre chose qui l'a précédée, et dans ce cas, c'est pas l'origine. Et donc, voilà, il y a ce mystère de notre discours sur l'origine qui est toujours l'objet d'une très grande désinvolture langagière. On ne dit jamais très bien de quoi on parle. Si l'univers a une origine, une vraie, ça veut dire qu'il a été précédé par rien. Donc il faut démontrer qu'à un moment, il n'y a rien eu, ce qui est très difficile. Et ensuite expliquer comment le néant a pu devenir autre chose que lui-même. C'est ça l'origine. Parce que sinon, si vous en faites quelque chose, alors ça devient une contradiction de l'idée même d'origine. Et par exemple, les physiciens, quand ils parlent de l'origine de l'univers, le font en supposant que les lois physiques que nous connaissons étaient déjà actives à ce moment-là. Par exemple, je me souviens d'un livre de Stephen Hawking dont la conclusion était « L'univers n'a pas eu besoin de Dieu pour être créé, les lois de la gravitation ont suffi ». Ça veut dire qu'elles étaient déjà là. Et donc toute la grande question de l'origine, pour un physicien, c'est de poser la question du statut des lois physiques. Est-ce que les lois physiques sont transcendantes ? Est-ce qu'elles font partie d'un autre monde qui règle le comportement du monde empirique dans lequel nous sommes ? Ou est-ce que les lois physiques sont immanentes ? Est-ce qu'elles sont dans notre monde ? Et si vous définissez Dieu comme étant le créateur de l'univers, et si vous dites que les lois de la gravitation ont créé l'univers, ça veut dire que les lois de la gravitation sont Dieu. Et voilà, c'est ce genre d'implication que j'ai voulu examiner, et puis surtout montrer, c'est pas du tout un point de vue personnel, c'est simplement l'analyse des travaux des physiciens et des théoriciens, c'est que notre façon de parler du Big Bang en 2021 est la même qu'en 1950. Or, entre 1950 et aujourd'hui, on a appris beaucoup de choses. Si j'ai 2 minutes pour vous expliquer le problème, c'est que en 1950, en utilisant les équations d'Einstein de la gravitation et en tenant compte du fait que l'univers est en expansion, avec les équations, vous pouvez faire dérouler le temps à l'envers et regarder comment était l'univers dans le passé. Et ce que vous disent les équations, c'est que l'univers observable était de plus en plus petit, de plus en plus dense, avec une température qui augmente. Et quand vous prolongez les équations autant que vous le pouvez, vous tombez sur ce qu'on appelle une singularité, c'est-à-dire un univers de taille nulle, volume égal à 0, une température infinie, auquel on va associer un instant t égale 0. Et on va dire, c'est ça le Big Bang, c'est l'explosion originelle qui a engendré tout ce qui existe. Et on continue à parler du Big Bang de cette façon. C'est ce qui a tout créé, l'espace, le temps, la matière, l'énergie, le rayonnement, etc. Or, il suffit de connaître un tout petit peu de physique pour voir que ce discours ne tient pas longtemps, puisque la théorie d'Einstein dont j'ai parlé, qui sert à faire ces calculs, ne décrit que la gravitation. Or, vous le savez, dans l'univers, il y a d'autres forces. Il y a les forces nucléaires, il y a les forces électromagnétiques. Et donc, quand vous remontez dans le passé, la température augmente, l'énergie des particules augmente, et il y a un moment où vous devez tenir compte physiquement des autres interactions. Et nous savons dater le moment en deçà duquel les équations d'Einstein
deviennent physiquement incomplètes parce qu'elles ne décrivent pas les autres forces. Et ce moment, c'est ce qu'on appelle le mur de Planck. Et en amont du mur de Planck, l'extrapolation que nous faisions avant avec les équations d'Einstein devient, même si les calculs sont mathématiquement justes, devient physiquement incorrecte. Et toutes les tentatives qui sont faites depuis pour tenter de décrire ce qu'il y avait en amont du mur de Planck, en unifiant la physique quantique qui décrit les trois autres forces, nucléaire et électromagnétique, et la relativité générale, qui décrit la gravitation, toutes les tentatives, théorie des supercorps, de gravité quantique à boucle, peu importe, toutes les pistes théoriques, quand on les applique à l'avant-mur de Planck, font disparaître la singularité. Donc l'instant zéro passe un sale quart d'heure. Et selon les méthodes qu'on utilise, il est remplacé par tel ou tel scénario, par exemple un univers qui se contracte, puis qui rebondit sur lui-même, etc. Autrement dit, la façon de parler du Big Bang devrait être modifiée pour tenir compte de ce que nous avons appris depuis que l'idée de Big Bang a été introduite dans le champ de la physique. Trinh Xuan Xuan parlait d'origine de l'univers. Est-ce que c'est nécessairement parler de création? Est-ce que justement, il y a cette question de la création qui va avec l'origine? Oui, moi je pense que la phase actuelle de l'univers nous donne une sorte, en extrapolant, comme Étienne Klein vient de l'expliquer, en extrapolant vers le temps zéro, jusqu'au moment où la physique connut perd pied, en quelque sorte. Et donc, c'est ce qu'on appelle le temps de Planck, 10 puissance moins 43 secondes. C'est quand même un temps très, très, très petit. Mais moi, ce qui m'étonne... 10 puissance moins 43 secondes. Pour que ceux qui nous oui. écoutent... Même si on ne parle pas de temps zéro. Quand on dit ça, on suppose implicitement qu'il y a un instant zéro. Oui. Et que la durée qui sépare le mur de Planck de cet instant zéro est de 10 puissance moins 43 secondes. Or, on ne peut même pas dire ça. Oui, mais on extrapole vers le passé, c'est ce que je dis. Les lois connues qui sont vérifiées maintenant, on extrapole vers le passé. Voilà. Mais en deçà du mur de Planck, on ne sait pas très bien décrire ce qui s'est passé. Non. Et donc l'idée même d'un temps analogue à celui d'après, qui commencerait par un instant zéro, est une sorte d'abus de langage. Oui, mais quand même, je pense que ça met sur scène que l'univers a une sorte de début quand même. Le 13,8 milliards d'années que les astronomes mesurent, c'est quelque chose, je pense, de réel, parce que c'est ce qu'on appelle le constant de Hubble. On mesure les vitesses des galaxies, on mesure leur distance, et puis donc on divise la vitesse par... non, on divise la distance par la vitesse et on a le temps. Si on suppose que l'expansion de l'univers est uniforme, et ce qui est extraordinaire, c'est ce que la loi de Hubble, le maître, ces deux quantités sont proportionnelles. Donc le temps est exactement le même pour toute galaxie. Donc, inversons le cours du temps, tout se retrouve dans un état extrêmement petit, chaud et dense. Et ça donne une sorte de début, mais modulo, bien sûr, le temps de Planck. C'est un début de l'expansion. Je pense qu'il y a un début de l'expansion. Voilà. Dire que c'est un début de l'univers. D'accord. Ouais. Je vous dis un début de l'expansion. Un début de l'expansion. Un début de l'expansion. Et le Big Bang a prédit des choses, parce que moi, je suis un observateur. Hein, donc, pour moi, l'observation est très, très importante. Ce n'est pas une idée métaphysique ou théorique. Et donc, d'abord, je vous ai dit déjà, le Big Bang présuppose que toutes les galaxies s'éloignent de nous. Et ça, c'est vrai. Toutes les galaxies lointaines, pas une seule exception, sauf peut-être quelques-unes qui sont très proches, mais qui ne sont pas encore apportées par l'expansion universelle. Mais toutes les galaxies, donc et puis la loi de Hubble, justement, donc la vitesse. Plus une galaxie est lointaine, plus elle s'éloigne vite de nous proportionnellement. Donc, le Big Bang repose sur ça. Et puis, le Big Bang, donc, prédit que pendant les 3 premières minutes, donc 75% d'hydrogène, 25% d'hélium, et c'est exactement ce qu'on observe dans les galaxies et les étoiles. Il n'y a pas de contradiction à ça. Et troisièmement, l'univers, les équations d'Einstein prédisent que l'univers devient transparent, donc, parce qu'avec l'expansion, bien sûr, l'univers se dilue et se refroidit de plus en plus. Et quand
En l'an 380 000, la température diminue jusqu'à environ 3000 degrés Kelvin, qui est un peu quelques milliers de degrés moins chaud que la surface solaire. Les atomes peuvent se former, les électrons sont capturés avec les noyaux d'atomes pour former les atomes. Et puis donc les particules de lumière qui étaient là depuis l'instant primordial peuvent maintenant circuler librement. Et on prédit qu'il devra avoir un rayonnement de l'instant de la création, en fait. Et on a découvert ça par hasard, presque, en 1965, par le même professeur Princeton, d'ailleurs, Arno Penzias et Robert Wilson. Et donc ça a mis vraiment le Big Bang et les astrophysiciens sur un socle solide, disons. Parce qu'auparavant, il y a des théories cosmologiques rivales. Il y avait par exemple la théorie, ce qu'on appelle l'état stationnaire de l'astronome britannique Fred Hoyle. C'est lui qui a donné le nom de Big Bang au cours d'une émission à la BBC pour se moquer un peu de l'idée, en fait. Mais donc, lui, il pensait qu'en moyenne, l'univers n'évoluait pas du tout. Et donc, pour compenser l'expansion de l'univers, il crée des petits Big Bang comme ça pour la création de matière. Mais finalement, les observations disent que, bon, par exemple, les quasars, qui sont des galaxies qui contiennent des trous noirs supermassifs à leur centre, évoluent beaucoup. Donc, l'évolution n'est pas compatible avec l'état stationnaire. Et puis, la découverte du rayonnement fossile par Penzias et Wilson vraiment met le clou dans le cercueil de toutes les autres théories. C'est la seule... le Big Bang, pour l'instant, c'est la seule théorie qui prédit un rayonnement fossile uniforme, etc. Et ça a été découvert. Donc, je résume qu'il y a trois observations vraiment qui soutiennent le Big Bang. Donc, l'expansion de l'univers, la composition chimique des galaxies et des étoiles et le rayonnement fossile. Il y a cette anecdote sûrement apocryphe de la rencontre entre Stephen Hawking et Jean-Paul II, où Jean-Paul II aurait dit à Stephen Hawking « Tout ce qui se passe après le mur de Planck, c'est pour vous. Ce qui se passe avant, c'est pour moi. » C'est sans doute apocryphe. Ouais. Mais est-ce que l'impossibilité, tant qu'on n'a pas une loi de gravitation quantique, d'arriver à expliquer ce qui se passe avant le mur de Planck, nous abandonne à la métaphysique, justement, au sens premier du terme, à l'idée que la réflexion sur l'origine de l'univers reste ce que vous appelez un mystère et non pas un problème. Étienne Klein. Oui, voilà, en effet, il y a toujours l'idée que l'origine de l'univers est un sujet d'accord ou au contraire de désaccord entre la science et la religion. Mais comme il vient de le dire, la science n'en parle pas, en tout cas ne l'a pas saisie, parce que, à mon avis, la question du statut des lois physiques est une question métaphysique, en fait. Est-ce que les lois physiques sont dans le monde? Est-ce qu'elles sont à l'extérieur du monde? Si l'univers a été créé, s'il a eu une origine, est-ce qu'il est né avec un arsenal législatif déjà fixé à l'avance? Est-ce que les lois physiques, est-ce qu'elles étaient dans une sorte de monde à part, attendant qu'un univers empirique veuille bien apparaître pour que ce monde obéisse à ses lois? Bon. Je pense qu'on ne saura jamais répondre à cette question. Et il faudrait déjà démontrer que l'univers a une origine. Voilà. Est-ce que le néant a existé? Est-ce que le néant peut exister? Ça revient à questionner son existence comme le faisaient déjà les Grecs. Et il y a toujours cette idée chez nous que si on connaissait le commencement, ça nous permettrait de savoir d'une part d'où on vient, d'autre part où on va, et enfin, troisièmement, le sens de notre vie. Comme le disait Hegel, le commencement est un commandement. On a l'impression que si on connaissait exactement comment ça s'est passé, alors notre vie serait éclairée par une lumière qui nous aiderait à définir le sens qu'elle peut avoir dans l'univers, et même peut-être le sens de l'univers. Et ça, je pense que c'est une sorte d'illusion, puisque même le fait de savoir que nous sommes des poussières d'étoiles, nous le savons tous, nos atomes ont été formés dans les étoiles, dispersés en certaines occasions. Est-ce que ça change vraiment notre rapport aux autres? Est-ce que moi, je vous regarde comme un paquet de poussières d'étoiles? Non, même si je sais que c'est vrai. Et donc, penser que la connaissance délivre du sens, ça ne me paraît pas être quelque chose d'automatique. Et
moi j'ai beaucoup d'étudiants, par exemple, qui pensent que le but de la physique, c'est non seulement de connaître les lois physiques et de voir comment elles s'appliquent, mais aussi de trouver le sens qu'elles contiennent. Or, le sens des équations, à mon avis, il est toujours projeté sur elles. C'est-à-dire que si vous avez l'impression de connaître le sens, vous allez le projeter sur les équations et dire « Ah tiens, elles ont du sens ». Comme lorsque vous mettez du sel sur votre viande, vous dites « Ah tiens, la viande est salée ». Mais c'est vous qui avez projeté le sel. Il y a, à côté du silence des origines, il y a un autre silence que vous évoquez, Trinh-Xuan dans votre nouveau livre, Monde d'ailleurs. C'est le silence que vous appelez le silence angoissant du cosmos. Tout à fait. La recherche d'autres vies Oui, dans le cosmos que la nôtre, et le fait que malgré des décennies, notamment avec le programme SETI, où on a essayé d'écouter le cosmos, de capter des ondes radio venues de mondes qui sortent de notre système solaire, qui a essayé de capter les exoplanètes, a essayé de comprendre un petit peu s'il y avait d'autres intelligences dans notre univers, eh bien, nous n'avons rien capté. Pourquoi pour vous ce silence est-il angoissant et qu'est-ce qu'il nous dit de notre humanité? Oui, donc vous savez, vous parlez des exoplanètes et ça a été vraiment une révolution. C'est l'un des domaines les plus actifs, les plus passionnants de l'astrophysique contemporaine. Et en fait, on ne savait pas l'existence d'un système solaire autre que le nôtre jusqu'en 1995. Et on savait qu'il y avait l'idée de la pluralité du monde commence de nouveau avec les Grecs, hein, et donc a survécu pendant l'espace et fameusement avec Giordano Bruno, qui malheureusement a payé de sa vie sa défense de la pluralité du monde. Donc les astronomes se sont bien sûr, étant donné l'universalité des lois physiques et peut-être biologiques, se sont attachés à essayer de démontrer de nouveau par l'observation, en astronomie c'est fondamental, s'il y a d'autres systèmes solaires. Et pendant longtemps, pendant des siècles, tous les résultats étaient démontrés faussés. Enfin, il y a eu toujours des annonces disant qu'il y a des planètes autour d'étoiles proches comme Proxima du Centaure ou l'étoile de Barnard, enfin, mais elles se sont révélées fausses. Jusqu'en 1995, seulement là, deux astronomes suisses du nom de Michel Mayor et Didier Queloz ont découvert la première exoplanète en mesurant par ce qu'on appelle l'effet Doppler de nouveau. Donc, vous voyez, parce qu'on ne voit jamais les planètes directement. Enfin, jamais. Sauf quelques-unes en bloquant l'éclat de l'étoile, mais l'étoile est tellement brillante qu'on ne peut pas vraiment étudier les planètes. Et donc, l'existence de ces exoplanètes, c'est toujours déduit par l'observation de l'étoile elle-même, donc de son déplacement astrométrique ou de ce mouvement vers le bleu, enfin le déclalement de sa lumière vers le bleu, donc ça veut dire qu'elle s'approche, vers le rouge quand ça s'éloigne. Et donc, Michel Mayor et son collègue ont utilisé cette méthode pour découvrir la première exoplanète 51 Pégase B. Et depuis, les vannes sont ouvertes en quelque sorte et un torrent de découvertes chaque jour même sur les exoplanètes. Maintenant, on connaît quelques 4500 exoplanètes, donc la moitié a été découverte par le satellite Kepler. Et donc, maintenant, statistiquement, on pense qu'il y a en moyenne peut-être un système solaire par étoile dans la Voie lactée. Puisqu'il y a des centaines de milliards d'étoiles dans la Voie lactée, ça veut dire qu'il y a probablement des centaines de milliards d'exoplanètes aussi. Et donc, le raisonnement est que s'il y a tant d'exoplanètes, et probablement quelques-unes autour d'une étoile qui n'est ni trop chaude ni trop froide, donc de type solaire, et dans ce qu'on appelle la zone habitable, il faut que ces exoplanètes soient dans une zone où l'eau peut être liquide, qu'elle ne soit pas trop proche de l'étoile, sinon elle s'évaporera, et qu'elle ne soit pas trop distante de l'étoile, sinon ce sera des gaz. Bien sûr, dans tout ce genre de recherche, il y a toujours un peu
d'anthropomorphisme, bien sûr. Notre vie, notre conscience est la seule forme de vie que nous connaissons dans l'univers. Donc, jusqu'à ce que nous détectons une deuxième vie, une deuxième conscience, ce sera toujours le raisonnement, sera toujours un peu anthropomorphique, puisque la vie sur Terre a surgi il y a 3,8 milliards d'années comme une cellule primitive dans les océans. On pense que la présence de l'eau dans les exoplanètes, bien sûr, va favoriser l'existence de vie. Et donc, tout ça, ça a repris beaucoup de vigueur depuis 1995. Mais en fait, le programme SETI a commencé déjà dans les années, la fin des années 50 et le début des années 60. Il y a un article par deux astrophysiciens américains et italiens, Cocconi et Morrison, qui ont déjà à ce moment-là, dans un fameux article dans Nature, la revue britannique, dit qu'avec les radiotélescopes qu'on avait à ce moment-là, après la Deuxième Guerre, vous savez, ça a donné un boost, ce développement de la technologie après la Deuxième Guerre pour les radiotélescopes. Et on pouvait déjà essayer d'écouter si E.T. nous envoie des signaux radio. Et ça a été mis en pratique déjà en 1960 par un jeune astronome du nom de Frank Drake qui a pointé un radiotélescope vers deux exoplanètes. Bien sûr, il n'a rien détecté. Le ciel est toujours silencieux. Et SETI a continué. Bien sûr, ce n'est pas une recherche, disons, ordinaire. C'est toujours en marche encore. SETI, en fait, le Congrès américain a coupé toute source de finances à SETI. Et ce sont des philanthropes maintenant, comme Paul Allen, vous savez, le fondateur de Microsoft avec Bill Gates, qui a financé la construction d'un télescope, d'une rangée de télescopes qui est dédiée donc à la recherche SETI. Donc, mais c'est toujours difficile, il faut le dire. C'est beaucoup plus difficile que rechercher une aiguille dans une botte de foin, parce qu'on ne sait pas où pointer. Bon, on sait que, de nouveau, le raisonnement anthroposophique, on choisit des étoiles de type solaire, mais on ne sait pas à quelle fréquence E.T. va émettre aussi. Donc, tout ça, donc pour l'instant, il n'y a rien. Est-ce que ce silence... le cosmos est silencieux. Et ça, c'est inquiétant, parce qu'en fait, vous savez, soit on peut penser que toutes les civilisations technologiques qui sont beaucoup plus avancées que nous, parce que, bon, vous savez, le système solaire est né seulement il y a 4,5 milliards d'années. Or, l'âge de l'univers, 13,8 milliards d'années. Donc, il y a eu un bon bout de temps pour d'autres civilisations extraterrestres de se développer. Et donc, en principe, ils devraient être beaucoup plus avancés technologiquement que nous. Et donc, si elles ne communiquent pas avec nous, peut-être qu'elles se sont autodétruites. Donc, cela implique que, donc, vous voyez, que l'avance sur la technologie amène l'autodestruction, ce qui présage rien de bon pour nous. Déjà, l'homme fait des ravages sur la planète avec quelques centaines d'années de technologie. Étienne Klein, qu'est-ce que vous en pensez justement de votre côté? Ce silence vous angoisse comme il angoisse Trinx21? Disons que c'est des questions énormes, parce que par exemple, on parle de vie extraterrestre, mais comme l'a dit Trinx21 à l'instant, la seule vie qu'on connaisse, c'est la vie terrestre. Bon. Et donc, s'il y a cette même vie ailleurs, elle sera reconnaissable. Si la vie ailleurs a une autre forme que la nôtre, est-ce qu'on saura la reconnaître? Parce que pour la reconnaître, il faut déjà la connaître. Est-ce qu'on est capable de reconnaître une vie ailleurs, alors même que les biologistes ne s'accordent pas sur la définition de ce qu'est la vie? Donc il y a comme ça des problèmes énormes. Et puis la question qui vient après, c'est est-ce qu'un raisonnement statistique est pertinent, qui consisterait à dire plus il y a d'exoplanètes, plus la probabilité qu'il y ait de la vie ailleurs que sur Terre est grande. Est-ce que c'est un raisonnement qu'on a le droit de tenir? Est-ce que la vie apparaît selon des lois qui sont déterminées, auquel cas, dès lors que les conditions permettant qu'elle advienne sont réunies, la vie apparaît?
Ou bien est-ce qu'au contraire, il y a de la contingence? Et je sais que chez les astronomes, il y a différentes hypothèses. Il y a des gens qui disent que, par exemple, la Terre a une sorte de trajectoire historique très singulière et que peut-être la vie n'existe que sur Terre. Alors même que l'argument statistique permettrait de dire exactement le contraire. Pour moi, le point important, c'est la question, est-ce qu'il existe une vie extraterrestre? C'est une question ouverte, mais l'exoplanète la plus proche est à quelques millions d'années-lumière de nous. Ça veut dire qu'on ne pourra jamais y aller. Non, On ne pourra jamais y aller. quelques années-lumière. Quelques années-lumière, oui. Mais Oui, on ne pourra oui. jamais y aller. Oui, c'est ça, oui. Quelques années-lumière, on ne pourra jamais y aller puisque nos vaisseaux vont beaucoup moins vite que la lumière, donc Oui. il faudra des millions d'années pour la rejoindre. Et donc, il y a cette espèce de situation étrange où, au moment où nous découvrons une possible banalité astrophysique de notre planète, au sens où elle serait finalement commune, eh bien, il apparaît que pour nous, elle est unique, parce qu'on ne pourra pas la quitter facilement. Et donc, nous sommes des êtres géocentrés. Et si on allait ailleurs, En fait, la question, c'est est-ce qu'on est terrien avant d'être humain? C'est-à-dire, est-ce qu'on pourrait emporter notre humanité ailleurs que là où cette humanité s'est construite au fil du temps? Par exemple, si on allait sur Mars, et si on s'y installait vraiment, est-ce qu'on resterait des humains? Ou est-ce qu'on deviendrait... Je trouve que c'est une question intéressante parce que même sur Terre, il y a des endroits où, si nous étions condamnés à y habiter, nous perdrions une partie de ce qu'on appelle notre humanité. Je pense au sommet de l'Everest. Hein, si vous passez un mois au sommet de l'Everest, quand vous redescendez, je pense que vous êtes assez peu reconnaissable. Un mot de conclusion, Trinxon Swan? Oui, donc je pense que le point que Étienne vient de faire est bien sûr correct. Et, la nature est toujours, enfin quand j'observe l'univers, je trouve qu'elle est toujours beaucoup plus créative et elle nous surprend toujours. Donc il ne faut pas bien sûr se baser seulement sur ce que nous connaissons. Et donc par exemple, pour les exoplanètes, par exemple, on pensait que les exoplanètes étaient comme les nôtres, c'est-à-dire faits de planètes, les deux catégories principales, les planètes telluriques à surface solide, rocheuse, etc., et donc proches de l'étoile mère du Soleil, et l'autre des planètes gazeuses géantes joviennes comme Jupiter et Saturne, qui sont donc dans la zone extérieure du système solaire. Or, on a découvert toutes sortes de systèmes solaires avec des planètes qui ne sont pas du tout ressemblables aux planètes telluriques et gazeuses que nous avons découvertes dans notre système solaire. Donc, il y a la planète la première exoplanète de Suisse, c'était ce qu'on appelle un Jupiter chaud, en fait. Donc, et c'était une surprise. Parce que donc c'est quelque chose qui est à la place de Jupiter, mais qui est seulement, au lieu de 12 ans que Jupiter met pour parcourir une révolution autour du Soleil, mais 4 jours seulement. Donc l'orbite est encore plus proche que celle de Mercure. Donc cette Jupiter est vraiment chauffé à des températures, on l'appelle un Jupiter chaud, et on a découvert des tas maintenant de Jupiter chauds. Et donc, il ne faut jamais perdre de vue que la nature est beaucoup plus créative et inventive que l'imagination de l'homme peut l'imaginer. Et ce sera le mot de la fin pour cette rencontre. Merci beaucoup à tous les deux d'avoir pu nous éclairer, nous donner quelques pistes de réflexion sur cette vie des étoiles. J'ai retenu que nous sommes des poussières d'étoiles accrochées à notre planète et qu'il va falloir un petit peu d'imagination pour réussir à en sortir. Merci encore à vous. Je rappelle la parution de vos deux livres les plus récents, les deux qui nous emmènent en altitude. Psychisme ascensionnel, entretien avec Fabrice Lardreau d'Étienne Klein, c'est chez Artaud. Monde d'ailleurs, sommes-nous seuls dans l'univers de Trinxon Swan chez Flammarion. Là, c'est la très haute altitude. Merci beaucoup à vous et bonne continuation dans ce festival pour cette dernière journée du festival. Merci à vous.